Un invité de choix, hors pair. Nous sommes avec Jean-Louis Cussac, qui est fondateur de Perceval Finance et trader émérite. Jean-Louis Cussac, bonjour. Bonjour. Merci de passer par le plateau de TV Finance. Et je rappelle que toutes ces interviews du salon seront disponibles sur le site et le YouTube de TV Finance. Alors, une petite présentation pour ceux qui n'ont peut-être pas encore identifié exactement ce qu'est Perceval Finance. Vous êtes un expert du trading et puis vous n'hésitez pas à partager les conseils pour avoir autant de réussite que vous, c'est ça? Alors tout d'abord, je suis trader en compte propre, c'est-à-dire que je gère mes capitaux. J'ai démarré dans les années 80, il y a 81, on va dire 82. Sur 83, j'ai eu ma carte professionnelle. Je suis parti de zéro, je n'avais pas d'argent. Et j'ai réussi à m'en sortir, j'ai beaucoup travaillé. Et alors aujourd'hui, je suis plutôt, si vous voulez, à me servir de Perceval comme une coquille un peu vide. Enfin, il y a de l'argent dedans, je gère un peu cet argent, et puis je gère les biens, les capitaux, et je suis surtout concentré là-dessus. Je fais beaucoup moins de télévision, je fais beaucoup moins de... Je fais presque plus de formation, sauf si on me demande, et je fais un peu de recommandations sur les devises, enfin le Rodol, le CAC, le DAX et le SPI à une clientèle très ancienne, qui bosse avec moi depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et ça va très bien comme ça. Et j'ai une bonne question. Tout le monde parle du pétrole. En ce moment, oui, c'est pertinent parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas des cours du Brent qui partent sur les 100 dollars. Mais les devises, il faut continuer de s'y intéresser. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, vous pouvez vous intéresser à tout ce que vous voulez. Il faut, pourquoi pas, surtout si vous faites les marchés américains, par exemple, vous pouvez acheter, je sais pas, Alphabet, et puis acheter l'eurodoll parce que vous achetez plus, vous couvrir sur le dollar, vous voyez, par exemple. Mais il n'y a aucune obligation. Maintenant, les devises sont des marchés moins volatiles, qui s'inscrivent dans des tendances en général plus marquées, parce qu'elles suivent des politiques monétaires qui s'étalent longtemps. Bon voilà, en règle générale, on dit que la volatilité des marchés de devises, comme l'eurodoll, des grandes devises, est 2 fois inférieure au niveau de la volatilité implicite à un marché à action, à un indice action. D'accord. Alors, on est dans une conjoncture qui s'emballe, des prix du pétrole qui flambent, des cours de l'or qui ont un petit reflux récemment, là, avec des ventes de banques centrales. Et puis, les actions, ça évolue au gré des discours du président Trump. Je fais un résumé totalement qui n'est absolument pas exhaustif. Quelle est votre vision, vous, de cette situation très volatile? En fait, en tant que trader, on est parfois un peu fatigué de voir ces réactions extrêmement violentes, très binaires. C'est tout ou rien. Tout le monde, si vous voulez, a le doigt sur la gâchette, mais les algos sont plus rapides que nous. Donc, on a, comme hier soir encore, des décalages 1, 2, 3% en quelques secondes. Et c'est difficile. Donc, en tant que trader professionnel, tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'essaye de faire des écarts importants, parce que le marché fait des écarts importants. Et comme il fait des écarts importants, je le fais avec une petite somme. C'est-à-dire que si habituellement, je dis n'importe quoi, je prends une position d'1 million, aujourd'hui, je vais prendre une position de 300 000, par exemple. Considérant que je suis face à un marché qui peut avoir un écart violent, rapide, en quelques secondes, qui est au moins 3 fois supérieur à celui qu'il ferait dans des périodes plus calmes. Après, la conjoncture, c'est vrai qu'elle est menaçante, l'inflation importée, l'économie qui peut baisser, le risque de stagflation. Donc c'est vrai que les marchés sont quand même relativement résilients par rapport aux menaces, parce que il y a l'idée que Trump veut absolument rassurer. Oui, il le fait, vous avez bien vu,
Il l'a fait il y a quelques jours, début de semaine, il l'a fait hier soir, et alors aujourd'hui, je vois que ça dévisse un peu quand même. Il a du mal, si vous voulez, tout le monde commence à avoir du mal à le croire, si vous voulez. Bon, la situation continue de se dégrader. Il y a un glissement vers la baisse. Ce sont des situations où il faut attendre, il ne faut pas se précipiter. Il faut repérer des valeurs que vous voulez acheter. Vous en achetez, quand vous en avez envie, un tiers de ce que vous voulez faire à la fin. Et puis, vous attendez des signaux techniques, au moins une stabilisation, puis des signaux techniques pour compléter votre position. Effectivement, merci beaucoup. Quelles sont vos prévisions maintenant? Alors, on a l'impression que prévenir demain est déjà difficile. En général, on a besoin de savoir à 3 mois, à 6 mois, à 1 an pour se positionner sur son portefeuille. Qu'est-ce que vous recommandez aux gens qui nous écoutent? Bon, ça fait un bout de temps que je travaille uniquement, en portefeuille, des valeurs de rendement. Donc, ok, ça a plutôt été pas mal, puisque globalement, elles ont bien performé en 2025 et elles résistent en 2026. Maintenant, je travaille aujourd'hui plutôt sur des facteurs techniques, si vous voulez. En ce moment, j'achète pas d'actions. Vous voyez, j'attends. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vends de la volatilité. Alors, le problème, c'est qu'il faut connaître les marchés options. Hein. Il y a de très gros volumes, si vous voulez, sur les options. Il y a de très gros volumes sur les arbitrages actuellement, notamment arbitrage par rapport au pétrole. Et sur les options, vous avez des volatilités implicites qui sont en permanence élevées, parfois très élevées. Et donc, la théorie de base, c'est de dire qu'il faut vendre la volatilité implicite très élevée. Après, ça implique la couverture qui n'est pas à la portée de tout le monde, y compris de moi, c'est pas toujours simple, surtout quand ça va très vite. Donc, encore une fois, même quand vous faites des arbitrages comme ça avec des deltas neutres, comme vous avez du mal à suivre l'évolution de ce delta, parce que justement, il y a des gaps où ça va très vite, et vous pouvez malheureusement vous faire avoir. Hein. Donc, il faut y aller, il faut faire des petites positions. Voilà, toujours. Je vous dis, moi, en ce moment, j'ai plutôt bien fonctionné depuis un mois, mais en ayant des positions très, très raisonnables et principalement en ayant vendu de la vol implicite. C'est vrai. Alors, je le fais sur le SP500 parce que vous avez les options tous les jours. Sur le pétrole, je l'ai fait un tout petit peu, mais c'est quand même. C'est pas la roulette russe, mais oui, c'est quand même un peu dangereux. Et puis, c'est pas un marché que Parfois, c'est bien de rien sentir, de pas avoir d'émotion, etc. Mais il y a quand même un manque d'habitude, donc j'en fais pas trop. C'est vrai que ces derniers temps, j'avais vendu des puts sur le pétrole, dans l'idée que les problèmes n'étaient pas terminés. Et si, par exemple, je vends un put de pétrole, ça veut dire que je suis acheteur potentiellement de pétrole, à un prix plus bas, mais à ce moment-là, vous voyez, je vais, par exemple, être acheteur également d'indices, à ce moment-là. Parce que si le pétrole baisse, peut-être que les indices vont rebondir, vous voyez. Alors, je ne vais pas être acheteur forcément sur le marché en lui-même, mais je peux être acheteur en vendant également des puts. Acheteur potentiel. L'idée, si vous voulez travailler avec des options, aujourd'hui, c'est que vous avez une marge d'absorption de choc assez importante pour rentrer à la monnaie et dans la monnaie. Ça vous laisse un peu le temps de souffler, ça vous laisse le temps d'amortir des variations de prix violentes. Et de toute façon, on le fait dans l'idée, quand on vend un put, de pouvoir lever sa position. Vous voyez, par exemple, vous savez que sur le marché américain, vous avez une livraison de futur SP500, par exemple. C'est pas cash settlement, sauf la trimestrielle, bien sûr. C'est cash settlement, mais les autres, c'est des livraisons au futur. Donc, si par exemple je vends un put, je me dis, bon, acheter à 6400, ça me perturbe pas trop. Ok, je suis partant. Donc, à ce moment-là, je vends le put. Et à ce moment-là, on peut être à 6650
ça me fait une marge quand même de 250 points. Et cette option que je vais vendre à quelqu'un qui va parier sur le fait que le marché va baisser, ou alors il va simplement s'en servir pour une couverture d'un actif financier, je lui vends très cher l'assurance. Je prends le risque de faire la contrepartie de cette assurance. Si j'ai considéré au départ que le prix m'intéressait, je pouvais le payer, je pouvais patienter, eh bien, vous allez vous apercevoir que vous allez quand même gagner beaucoup d'argent. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas en perdre, hein. Et vous allez quand même, si ça se passe correctement, si votre scénario est bon, vous allez gagner beaucoup d'argent parce que vous allez vendre cette option extrêmement chère. Bon, après, vous pouvez passer par des pertes temporaires, par des pertes définitives, mais en tout cas, ça vous coûtera toujours moins cher si ça baisse que d'acheter le marché, le contrat à terme, par exemple. On se rend compte que, d'après les chiffres, il y a entre 70% et 90% des traders particuliers qui perdent de l'argent. Et pourtant, il y a une démocratisation des formations, des plateformes, des contenus gratuits. Pourquoi ça reste un travail d'orfèvre. Non, mais là, dans cette phrase, elle est complètement bidon. Vous oubliez un morceau de la phrase. Il y a 100% des traders particuliers qui perdent de l'argent parce qu'ils travaillent sur des marchés avec des effets de levier trop importants. Point. C'est tout. Alors après, il y en a qui vont vous dire 70% parce que dans une période de 6 mois, il y a peut-être 70%. Dans une période de 2 ans, c'est 100%. Vous voyez, plus vous allez allonger le temps, mais si vous faites un effet de levier en permanence moi je me souviens, il y en a qui jouaient 50, des trucs délirants. Alors maintenant, sur les CFD notamment, ils ont limité à 20, je crois. Mais 20, ça veut dire que quoi, à 3%, vous avez déjà perdu 60% de votre compte, il y a la panique, et c'est pas parce que vous êtes abruti qu'il y a la panique, c'est parce que vous êtes humain, et que tout le monde va avoir un sentiment extrêmement épouvantable. Et en effet, vous allez vous envoyer en l'air, il suffit de rajouter un zéro pour un petit chiffre pour faire une moyenne, et puis à ce moment-là, passer d'un effet de levier à un effet de levier encore plus important. Non, mais en fait, c'est 100% perdent parce que, sur une période longue, hein, ils utilisent un effet de levier qui n'est pas en adéquation avec la volatilité du truc qu'ils ont en face d'eux. En fait, la première chose qu'un débutant doit se poser comme question, c'est, je m'intéresse par exemple au pétrole. C'est quoi sa capacité à bouger? Première question, c'est quoi sa capacité à bouger? Une fois que cette chose est bien comprise, si vous n'êtes pas débile, hein, vous allez comprendre que si vous jouez 10 fois la mise, au moindre accident de parcours, il n'y a plus personne. Et encore une fois, pas parce que vous êtes mauvais, mais parce que le marché, il a une capacité à bouger qui fait que il va vous mettre hors jeu très rapidement. Donc, en fait, si vous voulez, le problème, c'est quand on interroge dans cette phrase a été posée à des brokers CFD. Et le trading, pour tous ces gens-là, mais pour beaucoup de gens, c'est l'effet de levier, la rapidité. C'est pas que ça, le trading. On peut faire du bon trading au comptant. On peut faire du très bon trading avec des effets de levier comme ça, avec des stratégies d'options à 3 en période normale et éventuellement couvert par des spreads. Là, le risque est très limité, et puis même il est fermé. Si vous avez, par exemple, vendu un coup de spread, si vous avez vendu un call spread, bon, le risque est fermé. Mais si vous êtes conscient de cette capacité à bouger du produit, vous allez tout de suite faire le nécessaire pour pouvoir absorber des chocs. Voilà, c'est tout simplement. Donc c'est pour ça que cette phrase, elle est pas entière. J'aimais bien parce que c'est rare, c'est quelqu'un qui m'a soufflé la question, donc ça m'amuse. Alors, je préfère prendre mes questions. Alors, vous observez des débutants. Comment on pourrait concevoir le parcours idéal d'un débutant qui commence aujourd'hui? Ça ressemblerait à quoi?
Alors, j'ai vu cette histoire. moi, j'adore, par exemple, je fais des formations actions, futures et options. Bon, la formation que j'adore, c'est l'option. Je me suis amusé à faire un truc, c'est de demander à une IA de me faire un plan de formation. Moi, j'ai écrit un bouquin, hein, bien sûr. Comment il s'appelle? Non, mais où j'enseigne, mais je le vends pas. Je le donne pour que je forme quelqu'un. Et donc, moi, j'ai mis du temps à faire ce plan parce que je voulais pas employer un mot que j'avais pas décrit précédemment, etc. C'est long, hein, c'est du boulot. Et j'ai mis 10 ans à le construire avec les nouveautés, avec etc. Bon, j'ai demandé à l'IA de le faire. Ah, et c'est extraordinaire parce qu'après l'IA me dit, est-ce que vous voulez que je développe ce paragraphe? Oui. Je suis arrivé à un plan, waouh, génial. Alors vous pouvez faire la même chose. Vous allez avoir des réponses à plein de choses. Et ensuite, c'est d'ailleurs ce que je voulais faire, ben vous allez trouver quelqu'un comme moi qui connaît bien les marchés, qui surtout les connaît dans la praticabilité des marchés, et vous lui dites, bon voilà, maintenant je sais à peu près de quoi je parle, je connais toutes les règles, je sais ce que c'est qu'une volatilité implicite, bon maintenant j'ai besoin de connaître les astuces, les trucs, les petites choses que je ne trouverai nulle part. C'est-à-dire du vécu, des scénarios auxquels je ne peux pas penser, des réactions, comment réagissent les brokers dans telle situation. Parce qu'il y a des brokers qui savent gérer les positions à terme, qui savent gérer les couvertures, et il y en a qui ne savent pas du tout les gérer. Donc ils vous liquident n'importe comment, ils vous liquident alors qu'ils n'ont pas le droit. Enfin, ils font ce qu'ils veulent de toute façon, mais ils vous liquident alors que vous ne mériteriez pas d'être liquidé. Faut savoir. Parce qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne. On est le cas, ce qui était extraordinaire quand même pendant la Covid, il y a un broker qui ne savait pas, il y en avait d'autres, hein, mais qu'un prix pouvait passer négatif. C'est-à-dire qu'en fait, quand le pétrole est arrivé à 1 dollar, pour acheter un baril à 1 dollar, normalement il faut une couverture de plusieurs milliers de dollars. Et on ne va pas me demander des milliers de dollars pour acheter un baril à 1 dollar. Alors, vous ne demandez pas de couverture. Seulement, ce baril a fait 1, 0, moins 1, moins 2, moins 9, moins 15, moins 30, ça a été la panique générale. Parce qu'il y avait des gars qui avaient mis 100 000, qui se retrouvaient avec moins 20 millions. Et on ne leur avait pas demandé de couverture. Et le broker n'avait pas imaginé que le prix pouvait être négatif. Donc, voilà, il y a plein de petites astuces. Et sur la gestion, par exemple, moi je pense que dans ma formation, j'insiste beaucoup sur la gestion de la marge, sur la gestion des couvertures et des marges réclamées. Comment gérer? Comment aborder même son broker quand il y a des situations qui peuvent être parfois un petit peu difficiles, un peu borderline, un peu limite. Faut pas se cacher, faut pas attendre, faut mettre de l'argent, faut être capable d'en remettre. Voilà, vous êtes liquidé. Bon voilà, mais c'est vrai que la formation purement théorique, hein, c'est pas ce que je fais, parce que moi je raconte beaucoup d'histoires quand je forme les gens, parce que j'essaye de leur communiquer du vécu. Mais cette formation qui est, vous pouvez vous faire vous-même avec l'IA, même ChatGPT, ben c'est vrai qu'elle est quand même assez complète, intéressante, mais il manquera un petit truc qui fera à la fin la différence. Autre petite question, merci beaucoup. Est-ce que la stratégie, elle est voilà, hyper importante ou il y a la discipline d'exécution? Il faut toujours être en réflexion? La stratégie, oui, il faut avoir une stratégie. C'est hyper important. Moi, j'étais joueur d'échecs à la base. J'abordais une stratégie comme une partie d'échecs, c'est-à-dire j'ai un plan, j'ai une idée, je vais attaquer là, et si l'adversaire fait ci, eh bien moi je vais faire ça, et s'il fait ça, je vais faire ça. Donc évidemment, on va envisager des scénarios et des réponses adaptées à ces différents scénarios. Donc la technique, ça s'apprend. Il n'y a pas de méthode miracle, il y a des méthodes qui vous permettent déjà de vous confronter. Parce que quand je fais une formation, je dis aux gens, voilà, je vais vous apprendre un moyen d'aborder le marché, pour pas vous envoyer en l'air, déjà. Et que vous serez dans la capacité de vous faire
une expérience, un vécu, une compréhension des choses, si vous suivez ces principes, ça va bien se passer. Ça ne veut pas dire que vous allez gagner. Ça veut dire que vous n'allez pas vous envoyer en l'air déjà, et que vous allez apprendre. Il y en a qui abordent les choses correctement, et qui font rien, d'autres qui gagnent, d'autres qui perdent. Bon, ça dépend des gens. Quand je dis ça dépend des gens, c'est après l'émotionnel. Bien sûr que le comportemental, c'est sûr que c'est extrêmement important de travailler sur le mental. Il faut pas paniquer. Bah oui, c'est bien beau de le dire, mais il faut. Voilà, après, on a. Moi, par exemple, ce qui m'a souvent sauvé la vie, c'est même quand j'étais jeune, hein, c'est que je ne panique pas, mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur ça boue pas. Hein, mais je ne panique pas. J'ai pas une attitude suicidaire sur les marchés. Parce que j'ai vu des gens. On peut souffrir longtemps sur une position. Plus ou moins longtemps. Et on peut supporter plus ou moins longtemps. Et en fait, il y a des gens, ils font des suicides financiers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ne veulent plus souffrir. C'est pas qu'ils veulent gagner, c'est pas qu'ils veulent. Ils veulent que ça s'arrête. Et j'ai bien étudié les questions. En fait, on voit des gens qui, à un moment donné, vont faire quitte ou double. Parce qu'ils veulent que ça s'arrête. Donc le quitte ou double, qu'il faut surtout pas faire, c'est soit là, je récupère bien, je reviens peut-être avec une petite perte, ou ça dépend dans quelle situation vous êtes, même pourquoi pas gagnant, ou alors je perds tout. Ça, je vois que c'est une attitude, malheureusement, que beaucoup font, et moi je le fais pas, je l'ai jamais fait. Ça vient peut-être de quoi? Du fait que j'ai démarré avec ma paye de surveillant d'internat, quand j'étais étudiant, j'avais pas d'argent, et je pouvais pas me permettre d'être à zéro, quoi. Il fallait que... Donc je coupais. Ça allait vraiment pas, je coupais. Il y en a, ils veulent pas couper, alors... S'ils veulent pas couper, ben, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui coupe à leur place. Donc c'est le broker qui va couper si jamais le petit ou double ne marche pas. Et en général, le petit ou double, il ne marche pas. Il marche pas. C'est rare que ça marche. Hein. J'ai rarement vu que ça fonctionne. Voilà. Alors peut-être qu'il y a des questions, on a des gens qui investissent sur les marchés et ça nous intéresse qu'il y ait un petit échange. On va donner le micro à monsieur. Alors petite question dans la salle d'un trader assidu et qui se pose la question effectivement des polémiques et des controverses qui animent le salon aujourd'hui. Je connais pas très bien, mais vous savez, je suis contre l'idée de payer pour qu'on m'en prête de l'argent pour t'aider. Surtout que les contraintes, moi, de ce que j'avais vu, pour les traders, étaient extrêmement importantes. Alors, fallait pas trader là, fallait pas faire ci, fallait pas faire ça, fallait pas gagner de l'argent si c'était par hasard sur une news ou des conneries comme ça. Donc, non, a priori, si vous voulez, je préfère démarrer avec très peu d'argent, comme je l'ai fait. Mais au moins, j'ai le compte à rendre à personne. Je travaille avec... Moi, j'ai commencé avec l'équivalent de 4-5 000 euros aujourd'hui. Voilà. On va pas empêcher de gagner des millions. J'ai gagné des dizaines, peut-être des centaines de millions. J'en ai perdu autant. Et j'ai gagné un petit peu de solde, c'est quelques millions, on va dire. Disons quelques dizaines, mais oui, c'est accepté. J'exagère un peu peut-être. Je parle de 100 millions, mais bon, de toute façon, quand j'ai démarré, les impôts, il faut vraiment il était à 16% sur le plus-value. 16. Et comme les calculs étaient faits à la mano, et il n'y avait pas beaucoup de plus-value. Parce que le gars qui calculait les plus-values, quand tu bouffais avec lui mini, il était gentil avec toi. Non mais je rigole, hein, c'est vrai. Hein. Et puis, non mais c'est surtout qu'en fait, quand on faisait énormément de mouvements, il y avait des frais forfaitaires. Et on payait en dessous des frais forfaitaires. Et donc, plus vous tourniez de papier, tout le frais forfaitaire qui vous était compté comme une perte, c'était pas une perte, c'était 1% la transaction bourse, 1%. Et par exemple, si vous payez 0, à l'époque, vous payez 0,65.
Il y a eu 0,65. Avant, c'était 0,95 parce qu'il y avait une taxe de 0,3 qui était là aussi là. Après, ils l'ont supprimé, c'était 0,65. Et puis, ils comptaient 1%. Et quand vous faisiez reporter les positions chaque mois au RM, bon, ben, vous payez quoi? Parfois, vous encaissiez quand c'était un déport, un bonus. Et quand vous faisiez reporter votre position, vous payez peut-être un 0,5% de frais. Et ils comptaient 2% parce que c'était un achat, une vente. Donc, plus vous faisiez reporter de position, plus ça générait des frais, des pertes, qui vous n'avez pas perdu en fait. Bon, ça n'a pas duré des années, mais quand même quelques années. Bon, c'était différent, c'était une autre. Non, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les taux d'imposition, c'est beaucoup plus compliqué, hein, de vraiment gagner vite et d'enquiller. Enfin, le problème, c'est qu'il faut surtout pas perdre au mois de janvier, quoi, vous voyez. C'est emmerdant. Parce que celui qui n'a pas. Moi, j'ai connu des gens. J'ai un copain, en 86, il avait gagné 10 millions de francs. Le problème, c'est qu'il n'a pas mis l'argent de côté pour payer les impôts au mois d'avril. C'était sa déclaration. Et les 10 millions, ils avaient paumé. Là, quand vous avez vécu un truc comme ça, c'est pas moi, heureusement, mais, oui, dans les formations, je leur raconte ça. Je dis, vous savez, il faut faire attention. Si vous gagnez au mois de janvier, mettez l'argent de côté parce que les impôts, eux, ils vont considérer que vous leur devez l'argent même si vous le perdez entre temps. Bon, il y a plein de petites astuces comme ça, mais bon. Merci, monsieur. Merci beaucoup, Jean-Louis Cusack. On a une autre session derrière. On sait qu'on pourrait vous entendre 3 heures et c'est intéressant parce qu'il y a du vécu, il y a des idées, il y a de l'expertise. Mais je vous invite à continuer en one-to-one si vous avez des questions pour notre invité. Je crois qu'on peut féliciter et applaudir le fondateur de Perceval Finance, Jean-Louis Cusack, sur Téléfinance.